Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Aujourd'hui, je suis avec Marina Rollman. Et donc, c'est bien d'être avec elle parce qu'elle a prouvé qu'à la fois, des femmes peuvent être drôles, mais aussi les Suisses, qui est encore moins évident. Donc, c'était vraiment un plaisir d'être avec elle parce que ce que j'ai appris, c'est qu'elle est très très geek de l'humour. Et donc, c'était vraiment facile de parler humour avec Marina. La première fois qu'on s'est vu, elle a fait un passage sur ma soirée en anglais. Et d'un coup, 6 mois plus tard, j'avais l'impression qu'elle était partout. Et il y avait des articles, on s'est croisés plusieurs fois à Montreux. Et donc, elle a fait la première partie de Gala Elmaleh. Et ce qui était chouette pour moi aussi, c'est qu'on est tous les deux étrangers, entre guillemets. Et donc, on a tous les deux un petit décalage avec l'humour français. J'ai aussi découvert qu'elle est très fan d'humour américain et du surf. Voilà. Et donc tu disais que tu as croisé Océane Rosemary. Ouais, je l'avais vu en festival à Lausanne et il était fou. Vraiment, il était fou. C'était quoi ton festival à Lausanne ? C'était un truc qui s'appelait Ainsi soit-elle, je crois. C'était pour l'anniversaire d'une association lesbienne à Lausanne de femmes homosexuelles. Je ne sais plus quel est le titre, mais voilà. Oui. Et il y avait cette soirée d'humour et je connaissais pas Océane Rosemary. Je connaissais de nom, mais voilà. Et j'ai trouvé, mais c'était fou en fait, parce que voilà, moi je suis assez réticente aux personnages d'habitude. Ouais. Je trouve que ça sert rarement un propos de fond, puis les gens ils s'enferment un peu dans des clichés et tout. Et là j'avais trouvé dingue le côté pro. Enfin, c'est-à-dire un truc qu'on a un peu éliminé avec le stand-up, qui est de dire tu fais un show complètement carré. Nous, j'ai l'impression qu'on est dans l'esthétique du contraire, qui est genre, t'as tes notes, t'es un peu à l'arrache et tout. Et là, c'était vraiment Broadway, quoi. Il n'y avait pas une virgule de trop, il y avait un truc hyper chorégraphié, et c'était parfait. Et je la trouvais brillante en plus. C'est marrant, Kian, je trouve qu'il a un truc comme ça aussi, pas de virgule en trop, ça sert à rien. Si je le répète assez, il n'y a pas de raison qu'il y ait une phrase en trop. Oui. Alors, en fait, son spectacle à Océane, que j'ai vu là lundi, j'ai trouvé, ça m'a fait du bien de ne pas voir du stand-up. Bon, déjà, il y a des touches de stand-up, mais c'est plus un one-man show, un one-woman show. Et ça, c'était rafraîchissant, en fait, de voir une autre manière de voir l'humour encore. Et elle joue très bien, c'est bien pensé, c'est bien écrit. Ouais, faut que j'aille le voir. L'affiche est grandiose. Oui. Mais parce qu'en fait, c'est ça, il y a ce truc de balancier, j'ai l'impression, dans toutes les modes. Tu vas vers un extrême, t'atteins le baroque d'une tendance et ensuite tu reviens de l'autre côté. Et stand-up, moi j'avais tendance à faire partie de l'école qui défendait un truc mordicus, de genre il faut jamais faire de personnage, c'est de la merde. Puis là je suis en train de m'adoucir, notamment parce que quand j'étais aux États-Unis cet été, je suis allée voir parce qu'eux appellent de l'impro et du sketch, je sais pas comment nous on appellerait ça, c'est plus du personnage, enfin du sketch quoi, des trucs à plusieurs. Et en fait, ça peut être des formes hyper créative et avant-gardiste. Enfin, je veux dire, quand tu fais du sketch, t'es pas obligé de t'enfermer dans des trucs chiants. Non, je pense qu'il y a une mauvaise réputation, comme il y a maintenant aussi une mauvaise réputation du stand-up en France. C'est ça. Mais on peut faire, ça peut aussi te permettre à faire quelque chose que tu peux pas faire dans le stand-up. Clairement. Et la ligne est très fine. Je veux pas forcément voir les choses stand-up ou pas stand-up, parce qu'il y a plein de gens qui sont un peu entre les deux. Jarry me fait hurler le rire, il est très drôle, mais je peux pas te dire ce que c'est en fait. C'est un mélange, il joue lui-même et il fait de sketch. Tu vois, donc c'est très bien, c'est très drôle. Une meuf que j'ai vue aux États-Unis, c'était fou, je l'ai vue qu'en plateau, j'ai pas vu de très longs passages. C'est une meuf qui s'appelle Kate Berlant, B-E-R-L-A-N-T. Et en fait, c'était un passage à UCB, c'était entrecoupé stand-up et sketch. Et elle a fait du stand-up, et en fait, tu te rendais compte au bout de 3 minutes dans son stand-up qu'elle était un personnage, mais c'était très fin. C'était un personnage qui faisait du stand-up. Putain, ce qu'elle est drôle. Et voilà, c'est ce que tu dis. On n'est pas obligé de faire un truc déguisé avec on fait semblant de tomber, puis on n'est pas obligé non plus de faire que le truc genre micro-main, je pense du métro, je bouge le minimum possible. Il y a des entre-deux. Et c'est le truc qu'on est allé voir hier soir, là, la première fois de Yacine, il y avait des trucs entre deux comme ça hyper bien, genre Cafiero, ce qu'il fait c'est super. Je pense qu'il faut explorer un peu. Moi je me demande si j'aimerais pas faire des trucs à plusieurs. Bah toi tu fais un peu en ce moment, je sais pas si ça change. Toi t'as fait du théâtre en fait ou pas du tout? Non, j'ai fait du sketch. À plusieurs? Ah ouais? Oui, j'avais un groupe quand j'étais à Boston, j'avais un groupe de. C'était pas un pro, c'était du sketch. Donc on était plusieurs, on a écrit. C'est original de faire ça à Chicago. Non, en fait, il y a. Non, c'est énorme justement. Voilà, c'est génial, mais
le problème, en fait, ce qui m'a embêté après un moment, c'est le côté plusieurs. C'est-à-dire, t'es un groupe. Donc, ça veut dire qu'il faut il y a un moment où vous vous retrouvez. C'est difficile de côté... Oui. Mettre en place, tu vois, c'est un peu chiant. Quand t'es tout seul, c'est facile, tu bosses quand tu veux, etc. Mais le stand-up, c'est ça qui est fascinant. Oui, t'es tout seul. Ouais. Mais le groupe, ça m'a beaucoup aidé. C'est un grand plaisir de jouer plusieurs et on faisait du sketch, un peu comme Saturday Night Live, tu vois. Mais... Et ça te manque d'écrire des trucs comme ça? Enfin, ça t'amuserait d'en refaire? Oui, c'est sûr. Ouais. Parce avec Lou, c'est Lou, c'est une pièce. Et puis c'est assez autobiographique, donc ça change un peu. Oui. Mais ça nous a plu le côté créatif, parce que c'est une pièce, mais c'est séparé en sketch quand même. Voilà, c'est des scènes. Et donc, ça m'a plu de sortir aussi du stand-up. C'est vrai, ça c'est sûr. Ouais, mais oui, je pense que c'est nous qui mettons le barrière, tu vois, on peut faire ce qu'on veut finalement sur scène. Et donc toi en ce moment tu réfléchis à faire autre chose? Mais j'aimerais bien, en fait là je vais faire 1 heure en février, j'ai 5 dates de suite en Suisse. Et j'aurais bien voulu genre... Parce que t'as jamais fait 1 heure? J'ai fait 1 heure en septembre dernier et c'était bien, et c'était un truc que j'ai écrit un peu à l'arrache. Et en fait comme je savais pas trop quoi faire et que j'avais 2 mois où j'avais pas du tout joué, en tout cas pas en français, j'ai fait beaucoup de neuf en fait. Je devais faire 80%, c'était du test. Mais là où c'était facile, c'est que j'ai fait un fil chronologique. Donc si tu veux, si je racontais un truc qui m'était arrivé à 12 ans, c'est probablement une anecdote qu'en fait j'avais déjà rodé dans le privé. Donc je prenais pas un risque énorme en écrivant sur scène, quoi. D'accord. Et donc là je refais en février et j'aurais bien voulu faire inclure peut-être un tout petit peu de vidéo et peut-être une chanson. Tu vas juste tu le découpes un tout petit peu en chapitres, genre une première partie, t'as une toute petite interlude, une deuxième partie et genre tu conclus dans une chanson. Parce que même une meuf comme Silverman qui est assez puriste, finir sur une chanson, moi je trouve ça top. Ouais, elle fait plusieurs chansons même. Je parle dans le dernier de We Are Miracles là. Ouais, je pense pas que je l'ai vu. Oh, il est tellement bien. J'ai vu un autre, moi je me souviens pas. Ça c'est dans la petite salle de l'Argot. Oui. Le dernier. D'accord. Toi t'as Jesus is Magic, t'as vu? Je me souviens pas. Mais celui de l'année dernière. Mais c'était un mélange. C'était assez bizarre. C'était qu'il y avait des extraits d'elle sur scène après de sketch vidéo. filmés. Ouais. Mais c'est drôle. C'est bien fait, mais c'était justement ça sortait d'un special stand-up. J'aime bien l'idée de mixer ça. Je trouve que ça pourrait être, je sais pas, une manière de rajeunir un peu le truc. Ouais. Ah, puis putain, en fait, je connaissais pas bien Steve Martin. Ouais. Et je me suis mis là les albums. Et en parlant de personnages, ça c'est parfait parce qu'en fait, il fait du stand-up. Il est très fort. Mais avec ce personnage de Smooth Dum Dum. Et c'est tellement. Putain, que c'est drôle. Et ça donne vachement envie, tu vois, d'être dans cet entre-deux. T'as vu la vidéo de lui? Non, moi j'écoute que les audios. Les audios sont bien. Mais il y a un qui est vidéo qui est très connu qui s'appelle, je pense que c'est juste Steve Martin Live, qui est sorti en 79, je pense. Et il est dans un stade, quoi. C'est énorme. Parce qu'il était le plus grand. Vraiment, de son époque, il pouvait pas être, tu pouvais pas être plus grand que lui. T'as lu son livre? Il paraît que c'est génial. Ouais, je l'ai vu, c'est très bien. Born Standing Up, ouais. Il paraît que c'est trop bien. C'est très bien. Et justement, ça raconte assez bien tout son parcours et un peu pourquoi il arrête et bien sûr, il y a un fort relation avec son père. Ah ouais? Qui est un peu là souvent chez les humoristes, une relation avec soit son père, soit sa mère. Mais souvent, j'ai l'impression que les humoristes garçons, c'est un rapport avec son père. C'est vrai, c'est drôle. Soit manque d'amour, manque de reconnaissance, ou justement on a envie de continuer un chemin créatif que son père pouvait pas faire pour une raison ou une autre. Il y a souvent un rapport avec le père et pourquoi on fait du stand-up, c'est souvent lié avec le père. Faut que je lise sa bio. Et c'est assez bien fait. Et donc je conseille. Elle est marrante? C'est écrit de manière drôle? Ouais. Mais c'est pas, on ne lit pas. Ouais, c'est pas le but. Moi, c'était le truc de Tina Fey, Bossy Pants là. Ouais, j'ai pas lu. Donc je l'ai lu j'étais dans l'avion, je l'ai lu d'une traite, j'ai lu 7 heures d'un coup, et les gens dormaient, et je riais à haute voix. C'est déjà difficile de rire à haute voix seul, mais en lisant un putain de livre. Et il y avait juste, tu sais, les gens qui se cachent sous les couvertures quand ils dorment dans l'avion, et moi au milieu, la seule avec la lumière encore. Il est tellement drôle ce livre. Ah, mais je la déteste tellement, c'est fou quoi. Comment tu sais tout ça? J'ai l'impression que t'es une encyclopède en France comme aux États-Unis. Mais parce que
Mais parce que je l'ai vachement abordé du point de vue théorique au départ, c'est-à-dire d'abord je me suis intéressée, en fait j'ai une longue période de rabbit hole dans YouTube où genre quand c'est sorti, j'avais 16 ans, YouTube ça a commencé, je devais avoir 16 ans et je suis devenue un peu tarée. Mais vraiment, à chaque fois que je voyais à chaque fois que je voyais des potes, j'avais genre une petite sélection de mes 15 vidéos préférées, enfin voilà, c'était un peu fou quoi. Et donc quand j'ai commencé à m'intéresser au stand-up, un des premiers, si tu veux, j'avais déjà vu des spectacles en français mais j'allais pas voir en anglais. Un des premiers que j'ai vu qui était disponible en anglais, c'était I'm Telling You for the Last Time, le Seinfeld, qui est toujours sur YouTube d'ailleurs. Et c'était traduit, non? Tu parlais anglais? J'avais un bon niveau et puis je l'ai forcé en fait le niveau. Plus tu regardes, plus tu vas. Ouais, c'est sûr. Et en fait, je suis devenue hyper compulsive du truc de vouloir tout savoir dessus. Et ça m'étonne toujours, parce que en fait, si tu veux, après ça j'ai essayé une fois sur scène, c'était il y a genre 5 ans, ça s'est super mal passé, c'était un concours, c'est un naufrage, je peux encore trouver la vidéo sur Google, et en fait mon but c'est de devenir connue un jour pour plonger cette vidéo dans les limbes de Google et qu'elle n'apparaisse plus qu'à la 13e page de résultats, parce que c'est horrible ce qui se passe. Mais ça a été filmé. Tu peux pas l'enlever? Je sais pas, c'est sur 1000 plateformes, c'est sur 1000 plateformes en même temps. Tu peux demander souvent. C'est vrai. Mais en même temps je trouve ça marrant d'avoir une casserole, tu vois. Et donc après j'en ai plus fait pendant 5 ans. Mais donc j'ai eu encore plus ce truc de genre je suis frustrée de la scène, du coup le seul angle que je peux l'attaquer c'est théorique. Et quand je me suis remise à faire de la scène il y a 2 ans et que je voyais des Français que je trouvais surdoués, qui avaient moins peur que moi et tout, et qui avaient jamais vu de spectacle de leur vie, et quand je leur disais Louis C.K. ils savaient pas qui c'était, ça m'énervait tellement, parce que je me disais mais il est où mon travail, tu sais, j'avais l'impression d'avoir engrangé un savoir théorique et genre ça me servait à rien du tout. Au final ça te sert parce que peut-être t'as des raffinements de tournure ou des trucs, tu sais que ça a déjà été traité et tout, mais en fait j'ai l'impression que sur scène ça t'apporte pas grand-chose. Mais t'as grandi où? En Suisse, de 5 ans à 18 ans en Suisse. Et après je suis venue à Paris pour faire les études que j'ai jamais terminées. Et je suis retournée en Suisse. En quoi? Alors j'ai commencé en architecture, j'ai fait 7 heures à peu près, je suis partie. 7 heures? Ouais. Je me suis mise à travailler. Et à l'époque, si tu veux, déjà, je bossais pas mal en freelance j'écrivais pour de la pub, pour du journalisme lifestyle un peu nul, pour de la rédaction didactique, des trucs un peu bêtes. Et ensuite, j'ai repris les études que je voulais faire à la base, c'était des lettres classiques, genre grec, latin, tout ça, parce que je faisais ça au lycée. Et là aussi, j'ai arrêté très vite. Et en tout, j'aurais passé 4 ans à Paris où j'ai bossé un peu dans des boîtes de com, boîtes de prod, trucs comme ça. Puis j'en vivais pas, puis j'avais essayé un peu la scène mais j'arrivais pas. Alors j'écrivais des trucs justement genre du scénario, des trucs comme ça. Mais c'est là où ce que tu disais tout à l'heure sur le sketch, ça m'intéresse, c'est moi le temps de travail ou l'inertie que t'as, soit de devoir bosser en groupe, soit quand t'es à une première idée de scénario, peut-être dans 15 ans t'as ton vague petit court-métrage qui est fait, j'arrivais pas, je trouvais ça super frustrant. Et c'est ça qui est génial avec la scène, t'as une idée le mardi, tu la testes le jeudi, tu la mets dans ton spectacle ou non le samedi, quoi. C'est sûr. Et donc il y a genre la scène et surtout le stand-up, la scène, c'est immédiat parce qu'il y a plein de pièces où tu écris, il faut faire une mise en scène, etc. Le stand-up c'est assez spécifique là-dessus. L'instantanéité, j'arrive pas à dire ce mot, mais tu peux intégrer des accidents, c'est-à-dire un mec qui parle dans la salle, tu as une réponse, ça peut devenir une nouvelle punchline. Et donc je reste 3-4 ans à Paris, mais je gagne pas bien ma vie, je fais que des stages, c'est un peu chiant, puis j'ose pas la scène, puis voilà. Et je retourne en Suisse, je bosse un peu dans la pub, puis là je me rends compte genre, en gros si t'écris toute la journée pour un truc que t'aimes pas, c'est difficile à 22h chez toi de dire ah maintenant je vais écrire des trucs que j'aime bien. C'est clair. Et je me suis mise à vendre des burgers, j'avais des copains qui ouvraient un camion comme le camion qui fume à Paris. The food truck. Exactement. Et à côté je me suis remise à écrire des blagues. Ça c'est à Lausanne ou? C'était à Genève, Genève, d'accord. Donc t'as grandi à Genève? J'ai grandi à Genève, J'ai grandi à Genève. Jolie ville, très bourgeoise et vieille et protestante, mais il y a beaucoup d'avantages. Très international quand même. Personne n'est suivi, enfin aucun des parents des gens. Grosso modo. Et ça parle pas mal de langues, ça c'est bien. Je pense que voilà, j'aurais un moins bonne oreille pour les langues si j'avais grandi en France. Ça c'est sûr. Et donc, Genève. Et ben là, je fais les allers-retours en fait entre Lausanne et Paris, parce que c'est difficile de gagner sa vie. Mais pourquoi t'es à Lausanne alors? Parce qu'en fait, un des trucs qui me fait gagner ma vie, c'est la radio. Dont de temps en temps tous les matins faire des trucs en matinale. Sauf qu'il y en a que j'enregistre à l'avance. Mais donc quand je dois y être, je dois être à 7h. Et donc si je suis pas dans cette ville-là, ça me fait 1 heure de plus de trajet. Donc, je me suis dit, quitte à avoir une base en Suisse, autant rester à Lausanne. Qui est une ville vachement plus jeune et plus sympathique, je trouve. Que Genève, C'est plus étudiantin. Et c'est marrant, tu le vois là, le paysage urbain de la ville, c'est-à-dire Genève, t'as 3 boîtes de nuit. Et t'as peut-être 13 restaurants par habitant.
Et dans l'autre sens, Lausanne, t'as 40 boîtes de nuit, lieux de concert et tout, mais t'as 2 restaurants potables, tu vois. Et tu vois juste que genre quel âge ont les gens et qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et donc t'étais à la radio là-bas? Je fais 2 trucs en radio. Je fais un truc de satire politique le dimanche, mais pas tous les dimanches. C'est une troupe de comiques qui... Non, c'est toute une émission où en fait on est genre 6 comiques et 5 comiques et une intervieweuse. T'as un invité politique ou autre, une personnalité pendant 1h30. Et nous on fait des sketchs à plusieurs qu'on a écrits à l'avance. Ah, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Cela dit, c'est beaucoup de politique locale suisse qui m'intéresse qu'à moitié. Mais c'est super intéressant. C'est comme bosser sur commande, tu vois. Donc ça c'est cool. Et puis je fais une petite chronique en matinale sur une autre radio publique suisse qui est plus jeune, qui est un peu un équivalent de genre le Move, qui s'appelle Couleur 3. Et ça c'est un faux courrier des lecteurs. Je joue un docteur qui donne des conseils un peu à côté de la plaque. C'est le truc que je trouvais génial en fait, qui était à la radio française, c'était À votre écoute coûte que coûte, le truc de Zabou Breitman et Laurent Lafitte, où ils faisaient un couple de médecins tarés. Putain, mais ça faut écouter, c'est vraiment super. Et alors moi, toute proportion gardée, c'était un truc que je trouvais bien et que j'ai essayé de refaire, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, quand tu commençais à écouter et regarder tous ces trucs sur YouTube, c'était quand tu étais adolescente? Quand j'avais genre... ça a commencé à 19, un truc comme ça. D'accord. Et pourquoi la fascination? Je sais pas, je crois que j'ai commencé... parce qu'en fait, tout à coup, tout devenait disponible. C'est-à-dire que si t'aimais bien 2-3 comiques français, que t'avais envie de te repasser un ou 2 sketchs ou des interventions de chroniques en plateau et tout à coup, dans les suggestions, t'avais d'autres trucs. Mais pourquoi l'humour? Et quand est-ce que tu commençais à moi, je pense que j'étais toujours un peu marrante, ça va. et j'allais voir des films drôles et des spectacles en français depuis un peu toujours, je pense. Mais j'arrive pas à mettre le doigt sur... Je crois que c'est juste une tournure... J'ai l'impression que les gens qui font ça de leur vie, c'est une tournure d'esprit que t'as depuis toujours. Oui, mais est-ce que tu étais quelqu'un de drôle enfant? Ouais. Tu faisais rire tes parents? Ouais, j'étais marrante. Mais t'as un frère ou sœur? Non, c'est aussi ça, je pense. Enfin, j'ai 4 demi-frères et sœurs, de genre 3 mariages différents. Mais si tu veux, genre de 0 à 12-13 ans, je suis toute seule. Et quand t'es vachement avec des adultes, c'est aussi une manière, je pense, de... déjà, tu parles un peu plus vite mieux, tu t'adaptes. Et puis, si tu fais un peu... T'as peut-être un peu plus le sens de ce que c'est faire son show, tu vois, pour plaire. Du coup, tu grandis un peu vite. T'as une forte image de... Tu sais quelle image tu projettes, du coup, t'essaies de plaire. Et... Ouais, je suis marrante, je crois. Et non, mais tu vois, c'est une tournée d'esprit. Je pense que vraiment, il y a ce truc... Moi, je trouve que l'humour, ça se rapproche vachement d'une science dure, dans le sens où n'importe quelle problématique, c'est juste trouver une solution. C'est-à-dire comment t'obtiens un rire. Et du coup, si c'est une gymnastique qui t'amuse, je pense que c'est comme les matheux. Mais aussi, tu vois, c'est à mon avis, dis-moi si t'es pareil, mais c'est pas forcément aussi d'avoir un rire, mais c'est de soulager une peur ou quelque chose qui t'embête. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme t'attaquer avant. Par exemple, si c'est sur des trucs sur toi, c'est ça ce que je veux dire. Même pour toi, ça veut dire, tu vas pas rire à ta propre vanne, mais c'est de trouver une solution à un problème psychologique ou émotionnel chez toi. Mais après, tu peux bloquer un peu le dialogue aussi, parce que tu sais, il y a un truc de défense aussi, genre. C'est ça, Avant qu'on m'ait dit quoi que ce soit, je vais faire une blague dessus. Et il y a un peu. Je pense qu'il y a un truc de défense, il y a un truc de séduction. Et après, je pense qu'il y a un vrai goût de comment tu tournes un truc mécaniquement. Un mec comme Thomas Wiesel, toi, tu le connais un peu? Oui, le Suisse. Mon pote, exactement. Lui, par exemple, je pense qu'il a vraiment il était là, un esprit. Ouais, je l'ai vu. Il est là jusqu'à la semaine prochaine et il fait plein de plateaux et il déchire. Ah oui? Ouais, je l'ai pas vu depuis longtemps. Tu l'as pas vu à Montreux? Il a fait un super passage au gala le samedi. Non, je sais pas. Et lui, vraiment, il a une mécanique, parce que lui, c'est encore plus carré que moi. C'est-à-dire qu'il a une structure de vanne. Il sait prendre n'importe quel sujet, que ça l'intéresse ou pas, et le vider. Faire toutes les vannes qui sont possibles dessus ou pas. Tu sais, il fait beaucoup d'actu et tout. Et ça, vraiment, je pense que c'est une gymnastique qui l'amuse. Tu prends n'importe quel problème. Miley Cyrus se fait arrêter parce qu'elle vole une chaise. Il va te trouver les 4 angles où tu vois ça peut être marrant, quoi. Et donc je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi une satisfaction de comment t'abordes les problèmes intellectuellement. Mais toi, comme tu as dit, un gymnastique. Toi, t'étais pas marrant petit? C'est venu par accident? Si. Oui, j'étais le petit clown dans la famille. Un point que je pense que j'ai bien agacé mes parents. C'est vrai? Des fois, non, ils étaient plutôt... Mais quand je regarde des vidéos de moi petit, surtout avec mon frère, on faisait vraiment un bon duo où il était un peu le clown blanc et moi l'Auguste, c'est ça? Et j'étais beaucoup plus physique quand j'étais petit que je suis aujourd'hui. Et ça sera bien que je le retrouve. J'ai envie de retrouver ce côté physique que j'avais enfant. Mais j'étais surprise quand j'ai vu ton show en anglais parce que t'es libéré du truc de la langue.
en fait, tu joues Je vachement. suis moins dans la tête et plus... Et t'es très physique, et je ne savais pas que c'était un truc dans lequel t'étais drôle, et t'es très marrant comme ça, en fait. Tu sais le faire bien. Ouais, bon, merci. Et j'ai pas l'impression que ce que je fais en anglais, même en anglais, même si je sais qu'en anglais je suis plus physique, j'ai pas l'impression que c'est un truc vraiment physique non plus. Ça reste assez écrit. Mais je savais pas que tu jouais. Vraiment, ouais. En fait, c'est vrai que quand tu m'as dit ça, quand tu m'as vu dimanche, c'est vrai que ce que tu disais, j'ai dit, ah oui, c'est vrai que je suis encore plus physique en anglais. Ouais. Bah, c'est une palette hyper sympa à explorer, parce qu'après, moi, dans l'autre sens, là, je suis passée aux Open du Rire, et il y a Antoinette du Point Virgule qui m'a vu et qui m'a dit c'était super. J'avais pas de micro-main, c'était un micro. Moi aussi, je l'ai fait quand j'ai fait. J'ai pas choisi, mais en fait, ça m'a libéré d'un truc. Alors que d'habitude, c'est un truc que je méprise un peu. Ouais. Une fois de plus, parce que ça te ramène au personnage, et toi, tu vas être un puriste, tu vas être Jerry Seinfeld. Et elle m'a dit, même là, faut faire plus grand, faut plus s'ouvrir, c'est bien ce que tu fais, mais faut élargir un peu. Et moi, j'ai un reste une fierté de dire, mais non, parce que si j'arrive à les faire rire quand c'est tout petit, c'est que le texte est assez fort. Ouais. Et je crois qu'il faut arrêter de le voir comme une... Enfin, en tout cas, moi, il faut que je me réconcilie avec cette idée que c'est pas parce que tu pousses un peu tes punchlines qu'elles sont faibles. Ouais. T'es pas en train de faire la pute, enfin, tu vois. Je pense que ça peut être une vérité pour plusieurs humoristes. Et donc, du coup, on a une mauvaise appréhension. On dit, ce comique-là, c'est faible, donc il est drôle juste parce qu'il joue. Ouais. Et donc, on veut éviter ça. Et donc, du coup, on tombe dans notre piège, qui est, on va être en sous-jeu, rien jouer. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire que tout le monde va voir comment on est un génie avec la plume. Et c'est tout ce qui... C'est ça. Alors qu'il y a plein de mecs qui sont connus pour leur texte, qui en fait, si tu observes bien, il y a du jeu exactement juste là où il faut, ils poussent pas trop. Ouais. Mais même Louis C.K. J'allais dire C.K., Seinfeld et tout, ils ont vraiment des moments, clairement. Il y a une figure un peu romantique et une certaine noblesse, tu vois, quand tu vois genre un Proust qui est complètement en retrait. Alors lui, c'est un personnage, c'est autre chose, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une figure romantique de genre, il est trop fort, tu vois. Il nous affronte à main nue, et s'il te tue avec ça, c'est waouh. Mais c'est vrai que... Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un personnage ce qu'il fait. Ouais, mais oui, c'est ça. Mais enfin, il paraît qu'il est pas si loin dans la vraie vie, mais je le connais pas. Oui, mais je veux dire, ce qu'on dit un persona, qui c'est pas un personnage, mais c'est toi, une exagération de toi. Mais moi, surtout, j'ai vachement peur de jouer parce que, étant une fille, j'ai l'impression que si je rentre dans la catégorie des comédiennes, je me détache pas, enfin c'est-à-dire qu'on est beaucoup et il y en a des qui jouent mieux que moi et il y en a des plus jolies et du coup ce que j'aime bien pousser c'est, moi je suis auteur, tu vois, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins précaire comme statut que d'être comédien. Du coup j'ai toujours peur d'aller dans ce truc parce que c'est bizarre pour les meufs, enfin il y a vraiment un truc on peut te reprocher vite de si tu te fais jolie ou si tu bouges un peu sur scène, genre ah ouais mais c'est de la dope ce qu'elle fait, mais c'est parce que tu vois c'est parce qu'elle gigote un peu pendant qu'elle le fait. Je pense que c'est pas vrai du tout mais... Donc est-ce que ces peurs-là t'empêchent à être plus physique en fait? C'est clair, moi j'ai vachement envie d'être super crédible en disant genre putain cette meuf c'est une tueuse parce qu'elle a des bonnes punches, tu vois, mais qu'elle les vend pas du tout et elle a pas mis de décolleté, enfin de toute façon c'est pas qu'il y a grand chose à montrer, mais tu vois j'ai vachement envie d'être crédible et j'ai l'impression que pour être crédible faut pas du tout jouer la carte de la féminité, de la séduction qui va avec le jeu, mais c'est un peu couillon, hein, je pense pas du tout que c'est une... Mais tu peux jouer sans être vue comme une poufiasse. Non, aussi. Non, bien sûr, certes. Non, absolument. Puis même, il y a des nanas qui sont très féminines, mais qui dégagent un truc de force, tu vois, que ça va de Nawal Madani à Sarah Silverman, c'est pas des meufs qui sont en retrait, et on leur reproche pas. Mais par exemple, en parlant d'Océane, Océane joue pas mal. Exactement. Et c'est vrai. Ouais, mais alors elle, tu vois, je me dis, elle est meilleure comédienne. Parce qu'il y a ça, c'est un taf d'être comédien. Moi, j'ai pas appris à faire du théâtre, tu vois. Donc, je pense pas que je vais m'illustrer... Comme actrice, tu vois. Quand tu étais drôle, petite, off, sans être payée. C'était plutôt de vivacité au niveau du texte. Je pense ça, Je pense que c'est plus des punchs, des mini punchs de cours de récré. Et physiquement, je pense que je peux être marrante parce que je suis un petit gabarit, tu vois. Je pense que de toute façon, quand tu t'agites, t'es un peu rigolo. Enfin, t'as un truc de... C'est Gérard Jugnot, tu vois ce que je veux dire. Si tu cries, tu t'énerves, c'est marrant, quoi. C'est fou que je viens de me comparer à Gérard Jugnot, c'est Donc là, je t'ai posé 1000 questions, je suis désolé. Non. Donc là, on était... donc t'es montée à Paris. Ouais, je suis montée à Paris. Et c'est la première fois où t'es montée à Paris pour faire tout ce qui est pub et tout ça, tu pensais pas faire la scène? Ah non, pas du tout. Vraiment, je pensais que j'allais faire de l'architecture pour devenir urbaniste. Parce que je me disais, il y a plein de quartiers à refaire en France et de cités à repenser. Et j'aimerais bien être là quand ça se fera. Et je te dis, je suis pas restée longtemps. Et ensuite, non, ce que je pensais assez tôt, c'est que je pouvais vivre de ma plume, mais me faire payer pour des trucs pas très drôles, mais que ce soit faire de la pub ou écrire du contenu un peu moisi, lifestyle, tout ça, je savais que je pouvais le faire vite. Ça,
j'ai toujours eu des facilités à écrire. Oui. En revanche, la scène, non, parce que justement, j'avais un peu du mépris pour ce truc de vouloir plaire. Enfin, j'aimais bien me cacher derrière un truc genre l'intellect, quoi. Oui. Et puis, j'ai commencé à me chercher un peu. J'ai bouffé Seinfeld, j'ai revu genre I'm Telling You for the Last Time genre 1700 fois en une année. Oui. Et avec mes potes de l'époque, j'en avais 2-3 qui bossaient un peu dans ce milieu et tout, qui écrivaient. À un moment donné, j'ai une révélation, je me dis ok, je sais ce que je vais faire de l'humour, je vais aller faire des blagues. Et un mec que je regardais vachement à l'époque, c'était Ben. Que je trouvais fascinant, qui renouvelait un genre, enfin tu vois, parce que moi je pouvais pas m'identifier au Jamel Comedy Club, enfin tu vois, j'avais rien à dire dans ce sens-là, quoi. J'avais pas un parcours de vie. Ça te correspondait pas. Voilà, j'avais rien à, tu vois. Et donc je me dis ok, bah je vais essayer, je fais un concours et je fais ce truc qui s'appelait la route du rire à l'époque, et je crois que c'est Shirley qui l'a gagné cette année-là. Et donc plus ou moins tous les gens qui participaient, c'était des pros qui avaient déjà leur spectacle, t'envoyais une vidéo, puis ensuite il y avait un casting, puis moi j'ai envoyé ma vidéo, et pour une raison de quota, je pense, parce que j'étais une fille blanche bourgeoise à lunettes, hétérosexuelle, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, ils m'ont prise, vaste erreur, et je suis allée faire cette audition qui était un truc dans un théâtre à Montmartre, c'est pas à Montmartre-Galabru mais pas loin quoi. Et il y avait 4 personnes dans la salle. Et moi j'étais jamais montée sur scène de ma vie. Et j'ai fait 5 minutes, mais tu sais, genre le naufrage vraiment. Et c'est ça qui a été filmé et qui a été mis sur internet. Et comme c'était le naufrage, j'ai dit je vais plus jamais monter sur scène, et du coup je me suis dit je vais écrire d'autres trucs. Et après pendant 5 ans j'ai plus refait. Mais non, je pensais pas du tout que j'allais faire de la scène. C'est juste à un moment donné je me suis dit t'es marrant, où est-ce que tu peux le mettre? Ah bah essaye. Et est-ce que c'est aussi une question de timidité de ta physique, c'est-à-dire que tu ne voulais pas te mettre devant les gens? Moi j'avais méga peur, même si en privé en fait non, je suis hyper je peux me mettre debout sur une table, j'ai pas trop de retenue, mais j'étais hyper timide, mais encore maintenant, et ça m'énerve parce que je me dis des mecs comme Stéphane Bach qui genre ont pas le temps, mais c'est comme faire du ski quand t'as 8 ans, tu vois. C'est ça, vas-y sans casque, va droit dans les sapins. Et moi ça m'énerve parce que j'ai rationalisé très tôt le rapport à genre l'image que t'as de toi, d'autant plus quand t'es enfant unique, comme t'as pas l'habitude d'être avec des gamins tout le temps, t'as très vite du recul sur c'est qui ta personne, qu'est-ce que tu projettes et tout. Et ça m'énerve, je me dis si j'avais fait de la scène plus tôt, je gagnerais tellement de temps sur t'oses, vas-y, on s'en fout, t'as pas besoin de transpirer des mains quoi. Tes parents disaient quoi? Quand tu t'as quitté Genève pour venir à Paris, ils ont dit qu'est-ce que tu fous, ou c'était facile, ils ont dit vas-y? Non, c'était gentil, mais j'avais fait une année sabbatique, ce qui n'a aucun sens. Les Suisses, on est beaucoup trop privilégiés. Du coup, parfois, après le bac, on se dit genre j'ai quand même bien mérité une année sabbatique, alors que tu vois, t'as juste rien fait de ta vie, quoi. T'as fait un deuxième trou dans tes oreilles. Et donc pendant 1 an, j'ai voyagé, je suis allée aux États-Unis à un moment, d'où aussi l'anglais qui s'est un peu amélioré. Et j'ai cherché un peu ce que je voulais faire, je voulais candidater dans j'ai fait un méga tour en fait, je voyais des copains, je suis atterrie à Houston parce qu'à l'époque j'étais amoureuse d'un mec qui faisait du roller de manière professionnelle. Et c'était les LG Games, je crois. Et on était à Houston, genre logés au Hilton ou au Marriott ou je sais pas quoi, avec que des petits mecs qui faisaient du skate partout. Donc t'avais des hommes d'affaires texans à vraiment moustache, Stetson et briefcase, et à côté des petits mecs, des petits skateurs partout. Et donc je suis allée à Houston, San Francisco, Kansas City, Montréal aussi, New York un moment. En suivant ce mec-là. Parfois j'étais avec lui, parfois j'étais avec un autre pote avec qui on faisait un road trip en fait. C'est cool. Et c'était hyper bien, enfin un plane trip plutôt. Et c'était super bien. Je suis restée genre 3 mois, c'était vachement bien. Mais en fait quand je suis allée rendre visite au gars à Kansas City, il s'est rendu compte qu'en fait il m'aimait pas trop. Et Kansas City tout seul, avec le cœur brisé, franchement c'est pas marrant du tout. En genre mois de décembre, c'est pas marrant du tout. Mais j'ai vu le concert le plus fou de ma vie là-bas. C'est le soir même, je traînais quand même un peu avec eux, je suis restée avec lui 3 jours, même si on n'était pas trop amoureux. Et à un moment donné, dans une espèce de petit journal pourri, ils voient une espèce d'annonce, ils font il y a un concert bizarre dans une vieille station essence qu'ils ont refait en bar. Et c'était Vincent Gallo, tu vois qui c'est le réalisateur, qui avait un groupe. Et au milieu de cette station essence absurde, Vincent Gallo qui fait de la musique avec une fille habillée comme une fée tout en doré. Et c'était fou. Je me suis mis la plus grosse tôle de ma vie. Je suis allée vomir la vodka dans les toilettes. C'était magnifique. Je suis allée le voir à la fin du concert. Je lui ai dit, avec un accent pourri, genre, vous avez un CD? Il m'a dit, tu veux qu'on couche ensemble? J'ai dit, non, est-ce que vous avez un CD? Il m'a dit, non, mais t'étais là. Genre, qu'est-ce que tu veux, un CD, tu vois? Et voilà, c'est tout. Et je pense qu'en fait, toute cette soirée est un rêve,
Mais c'était hyper bien. C'était vachement bien. Pardon, donc toujours est-il, qu'est-ce que je disais ? Mes parents, ils étaient gentils parce qu'ils avaient les moyens de me payer le caprice d'aller étudier à Paris. Ouais. J'avais une situation familiale un peu compliquée, donc de toute façon, j'étais un peu en crise. Il fallait pas... Ils me disaient un peu oui à tout. Oui. Et ils avaient confiance parce que je bullshit extrêmement bien. Uh-huh. Donc quand j'ai dit avec beaucoup de conviction que j'allais faire de l'architecture, ils ont dit oui. Ouais, quand un an après, très j'ai dit je vais faire grec et latin, ils ont dit oui. Ouais. Moi, j'ai fait pareil avec l'école de cinéma. C'est vrai ? Ouais. Ah, t'es allé où ? Tisch ? Non, j'ai essayé d'aller à Tisch. Je suis allé à Boston University. Ah cool, ok. Ouais, c'est chouette. Ouais. Mais t'as arrêté au milieu ou pas ? Non, j'ai fini. Ah ben voilà, non parce que moi j'arrivais à les convaincre 3 rentrées de suite. Alors je pense que c'est plutôt pour me faire plaisir. They were humoring me, genre oui, et me taper sur la main genre oui tout va bien aller. Et j'ai vraiment fait de la merde pendant 3 ans. Mais je travaillais à côté, donc si tu veux, à chaque fois que j'arrêtais, je me mettais à travailler tout de suite derrière, donc ils étaient pas trop inquiets. Ouais. Mais en fait, je pense que la vérité, c'est que je pense que mes parents, de mes 15 ans à mes 23 ans, ont vraiment vécu dans l'inquiétude de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Ouais. Parce que j'étais un peu Mais ils l'ont dépressive bien caché en fait. Ouais, ça va. Oui, ils savaient pas trop quoi faire. Je suis la plus grande, donc ils savaient pas trop comment gérer le truc. Et en fait, après, je suis revenue en Suisse et j'ai fait un psy super. Parfois, il faut aller voir des psys en fait quand on n'est pas bien, il faut dire ça aux gens. Et maintenant, ils sont trop fiers. Mais je pense qu'ils ont eu très peur pendant longtemps. Ils sont fiers de quoi ? Que ça marche et tout. On fait des articles sur moi dans des petits journaux suisses. Tu sais, t'as une micro-fame débile qui veut rien dire, mais tout à coup, les gens sont super contents. Et est-ce que ça vaut quelque chose pour toi ? Que eux soient fiers. Ouais. En fait, c'est juste que ça rend les échanges beaucoup plus sereins. Parce qu'il n'y a pas de jeu de pouvoir, est-ce que je te donne des conseils ou pas ? Ça te met sur le même plan que tes parents. Du coup, tu peux discuter d'autres choses en fait, finalement. Ça libère le champ. Ouais, t'es adulte d'un coup. Ouais, un peu, je crois. Même si je ne suis toujours pas capable de vraiment payer mes factures à l'heure. C'est pas que j'ai pas l'argent de les payer, c'est juste que je refuse de les payer. Mais ouais, c'est super bien. C'est super bien de pas être dans une dynamique d'inquiétude et de conseils. Même s'ils ont plein de trucs à te dire, mais en fait... Les gens les plus proches de toi, qui ont les meilleurs conseils pour toi, c'est les gens dont tu peux pas les entendre quand on a besoin. Ouais. Non mais c'est pour ça qu'un psy, c'est fou, c'est que la même chose que te ferait un psy dit par un proche, ça te sortira jamais de quoi que ce soit. T'as besoin de... Bon, t'as du mal à l'écouter. Moi j'ai du mal. Bah ouais. Les conseils de... Ouais, tu veux pas l'entendre. Ouais. Et donc maintenant, je crois qu'ils sont très fiers. D'autant plus que moi, j'ai un peu d'une famille... Il y a un bout de ma famille qui est un peu artiste comme ça. Donc ils sont contents. Ils ont l'impression que ça va dans la droite ligne de ce qu'ils faisaient. Et non, ils sont très... Mais tu sais, il y a presque un moment donné où c'est gênant. Tu sais, ils viennent pour la 15e fois te voir. Puis tu vas faire les mêmes vannes. Puis tu dis, mais c'est de la merde. Non, elle est géniale celle-là. Mais... Donc ils sont fans de toi. Méga fans. C'est génial. Méga sympa. C'est cool. Ça m'étonne, moi, il y a des gens que je connais qui ça fait 5 ans qu'ils font ça. Ils ont jamais... Personne de leur famille les a jamais vus. Ouais, leurs c'est potes. bizarre. Je trouve ça dingue. Ouais. Mais peut-être j'ai une famille bizarre, je sais pas. Non, mais mes parents, quand ils me rendent visite ici, ils viennent. Ah oui. Trop, à mon avis. Je veux dire. Mais ils sont fiers. Ah oui, trop. Bon, c'est cool. Surtout mon père. Parce que je trouve, justement, en parlant du père, que j'ai dit tout à l'heure, il est celui qui rit le plus fort, donc c'est gênant des fois. Je dis mais tais-toi. je dis pas à la fin que c'est mon père parce que je veux pas que les gens disent c'est pour ça qu'il a ri. Mais il l'a fait au carré. T'imagines, toi t'as une satisfaction d'avoir trouvé une bonne vanne et d'avoir fait une bonne vanne, et lui il a fait la personne qui a fait la bonne vanne. Il a une satisfaction au carré. Quand toi t'as un rire, il a un rire au carré. Et quand j'ai parlé de père tout à l'heure, je pense que quelque part mon père il est quelqu'un créatif. Il voulait toujours, il est assez charmant dans le sens que socialement parlant, il essaie d'être drôle, toujours, des fois trop, souvent trop. Et là du coup, quelque part j'ai l'impression que oui, sa frustration ne peut être, ou sa peur qu'il avait de monter sur scène, a été transmis, se réalise à travers moi. Et du coup je sens ça. Mais il n'y a rien d'amer. Il n'y a rien de... Non. C'est super. Moi, je le sens pas. Non, je trouve que juste... c'est super bien. C'est une fierté, non, c'est très bien. Mais il fait un taf créatif ou pas du tout ? Non, il est businessman. Ok. Donc... Business. Business. Donc, ok. Pourquoi 5 ans t'es pas monté sur scène ? Parce que c'était horrible de prendre un bide. Et qu'est-ce qui t'a fait pour que tu remontes ? C'était quoi le déclic ? Parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça prenait une telle place dans mes hobbies. De regarder des spectacles et d'en parler et de geeker sur l'actu humour. Et quand tu commençais à voir les autres monter, tu dis putain, c'est pas normal que moi je monte pas. Ça, puis même un truc à un moment donné, tu te dis
en fait, il n'y a rien qui m'empêche de... Si tu veux, je savais que quitter sur un échec, c'était pas possible. Je l'avais rangé d'un côté, mais je savais qu'il y avait un truc un peu névrotique qui allait revenir, genre, il faut que je remonte une fois, juste pour... Même si je pensais au début, genre, pour faire un set de 5 minutes bien, avoir des rires et m'en aller. Mais là, en gros, j'avais fait le truc, la chute de cheval, et tu remontes jamais. Et ça prenait une telle place, et puis au bout d'un moment, j'ai eu une espèce de pause. Donc, quand j'ai quitté la pub, je me suis mise à vendre des burgers. J'ai d'abord fait du scénario avec un pote, on a écrit un long, enfin, j'écrivais plus des trucs comme ça. Puis j'ai eu une pause entre Noël et Nouvel An où j'ai vraiment eu le temps de réfléchir. Je me suis dit, ce scénario, je sais pas où il va. J'ai l'impression que je me force à écrire des trucs qui me ressemblent pas trop, parce que je trouve assez noble, mais qui me ressemblent pas trop. Au fond, Marina, tu veux faire quoi? Tu veux écrire des vannes? Et j'ai vu juste une scène ouverte en Suisse romande, et un des mecs qui m'a, que j'ai vu qui jouait là-dedans, c'était Thomas Wiesel. Et on a plein de points communs, on se connaissait pas, mais je me suis dit, c'est un signe un peu. Il a l'air malin. Et je me suis inscrite à ça, et c'était tellement bien. Parce que en fait, ce qui était pas mal dans la période de gestation entre le premier bid et 5 ans après, c'est que j'avais tellement engrangé de stand-up que j'avais compris formellement un peu ce que ça voulait dire de faire un set de 5 minutes. La première fois que j'étais allée, j'avais fait n'importe quoi. Un bout d'histoire, 3 one-liners, tu pars dans tous les sens. Oui, il y a une structure que tu apprends tu intègres malgré toi. En fait, juste d'absorber du stand-up où tu comprends. Et mon premier set, franchement, là, j'en ai pas honte, tu vois, je pourrais le montrer, c'est pas le truc le plus intelligent du monde, mais j'ai compris la structure. Comme si j'avais pris des cours, un peu, c'est la même chose. Et ça, c'était tellement bien. Et je suis sortie de là, j'ai pas dormi de la nuit, trop d'adrénaline après coup. Et je me suis dit, mais je vais faire ça toute ma vie. Et j'ai commencé comme ça à faire des scènes ouvertes en Suisse, et puis ça a duré genre 1 année comme ça. Et assez vite, ça a débouché sur des jobs radio et tout, et j'ai pu lâcher de vendre des burgers. Même si c'était un super taf, en plus c'était pour des copains, c'est une très chouette boîte. Et voilà, ça fait 1 an et demi que j'en vis. Donc surtout la radio, la télé, là j'écris pour une petite web-série, des trucs comme ça. Et puis la scène... Quelle web-série? Alors moi j'ai écrit une web-série pour la télé suisse il y a 1 an, ça n'a pas de sens ce que je dis. C'est sur le web, mais c'est produit par la télé suisse. J'ai écrit il y a 1 an et quelques, c'était un petit truc sympa, c'était 10 épisodes où en fait chaque épisode tu parles d'un bouquin ou d'un film, et tu en fais parler par un petit duo qui est vraiment en décalage avec le film. C'est un coiffeur et une esthéticienne qui parlent de Andromaque de Racine. Ils discutent entre eux, tu vois, il y en a un qui l'a lu, l'autre pas, et qui lui raconte. Ah ouais, c'est l'histoire de... Ah ouais, d'accord. Donc ça c'était rigolo. Et là j'ai créé un truc avec une réalisatrice très douée suisse qui s'appelle Géraldine Rode. C'est pour la télé suisse, c'est un truc de vulgarisation scientifique où c'est comme un peu un Norman, si tu veux, c'est une meuf qui fait des podcasts vidéo. Sauf qu'elle est étudiante au Poly à Lausanne. Et en gros, elle commence chaque épisode, elle te parle d'un problème dans sa vie privée. Un problème avec sa coloc, problème de peine de cœur, je sais pas quoi. Et elle le relie à un grand sujet scientifique. L'informatique neuromorphique, ou alors le rythme circadien, enfin des grands trucs comme ça. Et elle t'explique un peu, tu vois, les deux en parallèle. C'est-à-dire que tu pars d'un problème commun et puis ensuite j'essaie de t'expliquer un truc. C'est une bonne idée. C'est pour les ados, c'est super, c'est vraiment trop bien. Comment ça s'appelle? Ça va s'appeler, pour l'instant le titre c'est Life on Venus, mais je vais passer une Life and Venus ou Life on Venus? On Venus. Et, mais ça va peut-être changer, peut-être ce sera juste la vie sur Vénus. Nous allons voir, je l'annoncerai avec fracas au printemps prochain. Et voilà, parce qu'en fait la scène en France ça n'est pas lucratif pour moi pour l'instant. C'est-à-dire que je fais des chapeaux, tu vois, mais c'est dur enfin de toute façon quand t'es habitué au salaire suisse, il y a une petite démotion quand tu quand tu passes en France. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est long d'en vivre ici. Ça prend du temps, mais la clé c'est d'être intermittent. Quand tu commences à avoir assez de cachets pour être intermittent, ça aide. C'est-à-dire que là, tu as une garantie d'un minimum par mois. Ouais, mais je me demande... Alors déjà, j'ai un peu des problèmes de paperasse. Et en plus, je sais pas si je me sentirais de le faire, parce que ayant la porte de sortie en Suisse où je sais que je peux être payée, je suis pas sûre que je peux dire là, que je peux me sentir dire à l'État français bonjour, faut absolument que vous me souteniez parce que je peux pas gagner ma vie autrement, c'est pas vrai. Et comme je sais que j'ai cette possibilité de bosser en Suisse, et surtout que je suis auteur, donc il y a un peu un truc de genre... Je dois pouvoir créer mon travail. Je suis pas totalement à la merci de gens qui sont d'accord de m'engager et tout. Je sais pas si je me sentirais de prendre... Je crois pas. Non, je pense que quelque part, tu as quelque chose qui est assez spécial. Tu as une place assez chouette. C'est-à-dire que tu as les deux pays, et surtout la Suisse, où tu peux justement gagner un peu d'argent. Et comme ça
te permet à venir ici en France et faire ce que tu veux quelque part. Mais là il y a un peu un truc de transition parce que voilà, les allers-retours je pense que tu le fais pas 150 ans non plus. Oui. Et voilà, je sais pas trop ce que c'est parce que ton but c'est de c'est ça, il y a une progression de carrière évidente en termes de notoriété et puis surtout de public, c'est-à-dire que les places de spectacle sont chères en Suisse comme tout, mais enfin voilà. Oui. Donc ton public commence à 40 ans. Ça change complètement la donne. Oui, c'est sûr. Ça change complètement la donne, la taille des agglomérations change la donne. Moi j'ai un truc très urbain. Je parle vite, j'ai pas d'accent et tout, et franchement il y a plein d'endroits en Suisse ça passe juste pas. Et il y a des clubs et il y a des gens qui sortent vraiment pour voir l'humour. Il y a quelques clubs, mais surtout un des gros trucs avec lesquels tu vis quand tu fais de la scène en Suisse, c'est de faire des privés. D'accord, les événements. Ouais, voilà. Okay. Et tu peux être bien payé et tout, mais déjà faut savoir faire un peu de l'écriture sur mesure pour ça. C'est bien de vanner le chef de la compta ou je sais pas quoi. Et il faut pas un producteur, un agent qui trouve... On a ça. Moi, j'ai le même que Thomas Wiesel et Nathanaël Rocha. D'accord. Qui s'appelle Pierre Naftul et qui est extrêmement sympathique. Et ouais, moi, je sais pas trop écrire sur mesure pour ce truc-là. Je suis très égocentrique. Moi, je vais sur scène parce que j'ai envie de te raconter ce que c'est que vivre une rupture quand t'as 26 ans ou je sais pas quoi. J'ai du mal à dire... Enfin, à sortir de moi. Et les gens, ça les intéresse pas. Si tu vas faire un congrès de vendeurs de bagnoles, je sais pas, ils en ont rien à foutre. Et ils ont raison. Mais moi, dans l'autre sens, je suis pas sûre que j'arrive à vendre ma plume comme ça. Petit message à Thomas Wiesel qui est un vendu. Non, il a raison. Mais donc voilà. Donc, en fait, voilà, je sais pas ce que ce serait le truc pour en vivre en France. Parce que dans l'autre sens, jouer beaucoup ton spectacle, je sais pas à quel point toi t'arrives à le changer ou pas. Parce que moi, je me sens pas comédienne et du coup, faire le même spectacle 150 fois, je n'y arriverai pas, je pense. J'aimerais vivre de ma plume sur d'autres plans. Et tu joues souvent des plateaux et tu joues de temps en temps ton heure et de temps en temps tu captes, tu jettes et tu passes à autre chose. Mais sûrement tu as fait même 5 minutes 150 fois, non? Tu penses pas? Pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui reviennent, mais je le réarrange tout le temps. Et les mecs qui disent ouais, il faut ton 7 minutes et c'est le même et tu le gars, je n'ai pas fait ça. J'arrive pas. Ça m'emmerde. Mais c'est pas bien parce que je pense que je suis du coup moins carré que d'autres, mais je pense que quelque part c'est une force de changer aussi régulièrement. Ouais, mais je sais pas si l'économie du spectacle ou de l'humour en France est faite pour ça. J'ai l'impression qu'il faut un truc super carré et d'être capable de le vendre 250 fois. Ouais, je pense après moment, oui, il faut avoir quelque chose, pas forcément quelque chose carré, ou au moins 1 heure minimum. Parce qu'après, quand tu as ton spectacle, même si tu l'appelles Marina Rollman fait son show, ce que tu veux, qui te laisse assez de liberté de faire ce que tu veux dedans. Après, tu peux échanger. Personne t'oblige de faire le même heure. Exactement. Après, tu fais ce que tu veux, mais il faut 1 heure minimum de 20. Bien sûr, absolument. Là-dedans. Ouais. Moi, même si je fais quasiment le même spectacle chaque semaine, je suis toujours à la recherche, donc j'ai fait de petits changements. Des fois c'est subtil, peut-être personne ne le voit, mais moi je sais que j'ai changé de l'ordre ou par exemple quand tu as fait ma première partie dimanche, j'ai mis des vannes sur la Suisse que je mets pas d'habitude, j'ai commencé avec ça, tandis que je le fais pas normalement, et ce genre de choses, tu peux toujours faire ce genre de choses, donc je pense que t'as pas besoin de réfléchir trop intellectuellement. Je pense que tu fais, t'as 1 heure, tu fais, après si t'as envie après 3 mois de dire j'en ai marre de ça, tu viens en van ou tu changes. Non, mais j'ai l'impression que les gens qui veulent vivre de ça, ils ont quand même une cadence de jeu très importante et beaucoup joué en province et tout. Et moi je crois que idéalement, mais là je projette, là on est décomplexé, mais je te parle comme si tout allait bien se passer et que j'étais une autoroute vers le succès, mais je pense que ce qui m'exciterait vachement, c'est que mon revenu ne dépende pas uniquement de la scène et que t'aies un peu plus cette idée t'es en conversation avec les gens sur scène et que de temps en temps tu peux surtout te permettre, ça j'adorerais être assez libre pour de temps en temps tu captes ton heure et tu la mets, une bonne qualité tu la mets sur la note et tu passes à autre chose. Je trouve que c'est un luxe et un coup de pied de fou et j'ai l'impression que le stand-up ça devrait un peu fonctionner comme ça, c'est-à-dire de dire quelque chose, c'est vanne, je vais plus jamais le faire, un peu à la Louis C.K. Et non, mais surtout de dire ça c'est un truc qui me préoccupait pendant 1 an, mais c'est pas possible que sur 5 ans ça me préoccupe. Du coup faut les jeter, tu vois, parce que amoureusement t'es plus au même stade, ou surtout moi parce que ou dans ta vie, tu vois. J'ai 26 ans, tous les 3 mois je me rends compte que j'étais conne il y a 3 mois et enfin tu vois, mais ça continue et donc j'aimerais bien l'idée de tu mets vachement de matos en ligne et tu trouves un moyen de vivre avec un peu autre... Je sais pas.
ça n'est pas très clair, mon plan de carrière n'est pas très clair. Mais surtout parce que, tu vois, là, je parle de gens qui ont le luxe de faire ça, genre, c'est un peu CK, Bo Burnham, enfin, tu vois, genre... Mais je trouve ça super excitant de dire... Il y a un lâcher-prise un peu limite bouddhiste de... Tu t'accroches pas à tes vannes pendant 50 ans parce que... Là, parce que t'as peur de ne pas trouver autre chose. En fait, t'as mieux après, vas-y. Et... moi je sais que je les répète beaucoup, je les défends plus très bien au bout d'un moment. Mais en même temps, il y a quelque chose à dire pour quelqu'un qui aimerait affiner une heure à un tel point que cette heure, comme tu as vu avec Océane, elle a rodé son heure tellement bien que c'était parfait au virgule près, comme tu as dit. Et donc, après, bien sûr, maintenant, elle a un deuxième spectacle. Elle a rodé ce spectacle à un tel point où elle s'est dit, finalement, là, je suis prêt à le capter ou je sais pas ce qu'elle a fait avec et passer à autre chose. Je suis trop impatiente pour ça pour l'instant, je pense. Parce que, mais c'est aussi qu'ils sont pas aboutis. Peut-être qu'on se repart. Ça fait que 2 ans que je fais ça. Peut-être dans 10 ans, je te reparle. Là, j'ai fait le plus beau spectacle de ma vie et je vais le jouer 3 ans parce qu'il est trop bien. Tu vois, genre Kian, il y a vraiment un truc d'artisan dans la manière dont il est en train de concevoir son spectacle. Je sais même pas quand il va la jouer son heure complète. Mais ce que j'ai vu pour l'instant, c'était parfait. C'était effectivement parfait. Et il travaillait petit bout par petit bout. C'est super excitant. Il est assez soigneux là. Mais parce qu'il a d'autres trucs qu'il faut bander à côté aussi, je pense. Mais moi, j'arrive pas à réfléchir sur du temps long pour l'instant sur la scène. Je trouve que justement, c'est ce truc dont on parlait de... Tu penses, tu testes, c'est bon. Mais t'as raison, hein, peut-être dans 5 ans, je trouverai des vannes de fond que j'ai envie de rendre super belles. Bon, mais je sais pas, je te dis pas comment tu dois faire ton truc, mais... Mais parce que c'est des beaux objets, hein, c'est vrai que c'est des très beaux objets pour lesquels j'ai aucun mépris. Mais quand même, moi je me dis... Est-ce que c'est pas bizarre d'être un pilote automobile ? C'est comme rejouer une pièce beaucoup. C'est qu'il faut quand même une base de théâtre. Et c'est pas un hasard, Océane et Kian aussi, j'ai l'impression, il y a des formations d'acteurs derrière. Je sais pas. Il me semble, mais peut-être je dis de la merde. Et donc peut-être il y a un peu plus cette capacité à trouver du beau et de la nouveauté dans des petits ajustements. Parce que moi je trouve qu'il y a une adrénaline du test qui est dingue, et surtout il y a beaucoup de moments, et ça me tue, où tu défends un truc pour la première fois mieux que tu le défendrais jamais. C'est sûr. Il y a un moment de grâce. Et c'est fou, il y a plein de vannes que j'ai testées pour la première fois, ça a très bien marché. Après, c'est comme un high, tu vois. Tu touches un truc à adrénaline et tu dis, c'est génial, et tu essaies toute ta vie de rattraper ça. Mais... Et après, t'es tout gris et t'as juste l'enveloppe, c'est-à-dire tu te dis, je vais me raccrocher au même mot. Mais en même temps, ça peut, si la vanne, tu le joues autrement, tu peux aussi trouver des nuances là-dedans. Par exemple, il y a une vanne récemment que je fais sur le fait que la langue française a été inventée par les artistes de l'expressionnisme abstrait. Ça a marché la première fois. Et après, plusieurs fois après, ça a un peu moins marché, justement, ce coup-là. Et après, j'ai trouvé des manières de jouer un peu plus. Justement, ça revient à cette idée de jouer juste un peu pour emmener les chutes un peu plus loin. Et juste d'ajouter ce petit jeu très, très subtil. Ça l'a sauvé. Ça l'a sauvé. Et du coup, j'ai trouvé un aspect que je n'avais pas la première fois. Tu vois ? En fait, je crois que c'est ça la règle. C'est une bonne vanne, c'est une première fois de ouf. Après 2, 3, 4, ça baisse. Et ça recommence à monter après. Quand tu retrouves, redéfendre. Ou que tu trouves quelque chose là-dedans que tu n'as pas vu tout de suite. Mais moi, le meilleur truc, c'est pour ça que les premières fois de Yacine, c'est dingue. L'année dernière, j'en ai fait une, c'était en mars ou avril. Et vraiment, j'étais pas super à l'aise, il y avait des trucs à couper. Mais il y avait vraiment des bonnes idées. Il y avait vraiment des trucs bien. Christine Béraud m'a dit, c'est super, elle me connaissait pas. Super, viens faire ma première partie. J'ai dit, tu veux que je fasse quoi ? Elle me fait, tu peux refaire ça ? J'ai fait sa première partie, j'ai refait 7, et c'était nul. Mais c'était nul. C'était juste la deuxième fois que je faisais. Et tu vois, il avait plongé. Il y avait plus... Je sais pas, il y avait plus la grâce de l'adrénaline, mais il y avait pas encore ce que tu dis, le travail de l'artisan. Il y avait ni l'un ni l'autre, quoi. Il y a pas ce truc ni de fumée. C'est pour ça que la deuxième fois, souvent, c'est le pire. Parce que tu t'attends, mais aussi parce que t'es parti d'un... A priori, tu veux la faire parce qu'elle a super bien marché. Et donc tu restes un peu, c'est quoi l'expression, sur tes lauriers, c'est ça ? Et tu dis, ça va bien marcher. Mais c'est pour ça, on ne fera jamais assez les louanges du bide. C'est tellement mieux de faire des bides.
à chaque fois que tu fais un truc top, moi je sais pas, mais parce que je suis un peu peut-être pessimiste, mais chaque fois que je fais un truc top, je me dis la fois d'après c'est qu'une longue chute jusqu'à tu vois. Et quand tu fais des bides, c'est horrible. T'as envie d'arrêter ce métier. Non, t'as envie moi je sais pas si t'es pareil, mais oui c'est ça, ouais. un mélange de j'ai envie de tout arrêter, mais aussi t'as un rage de putain, j'aimerais rebosser pour que ça soit infaillible. Mais en plus il y a aussi un truc de tête brûlée qui est la fois d'après tu dis que t'as plus rien à perdre aussi. Ouais. T'as regardé la mort dans les yeux. Ouais. Et souvent les après bides sont super. Ouais. T'as une arrogance, enfin t'as un truc. Un mélange de tu sais que t'as rien à perdre et aussi tu dis moi je vais faire rire ce qu'on a. Tu vois, t'as une rage aussi. Ouais. Tu te le fais encore plus peut-être même que la première fois des fois. Donc quand tu m'as dit que après cette période où tu as arrêté pendant 5 ans, t'es remonté. Ouais. Ça c'est il y a quoi 2 ans. Ça va faire 2 ans en février. D'accord. Et donc en février 2013 je remonte et je pense que je commence à venir jouer à Paris en février 2014. Il y a un peu moins d'1 an. Oui. Ça je commençais à faire des scènes à Paris. Et je pense que si t'as un peu entendu parler de moi à Paris, c'est parce que bon déjà c'est un tout petit monde. 2, on me remarque, enfin je suis une meuf, il y en a pas beaucoup. Je suis bourgeoise, il y en a pas beaucoup. Je suis suisse. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est pas que je fais tant de trucs que ça, mais c'est juste c'est plus facile à décrire. C'était quoi le truc? J'ai vu que tu as fait un truc avec Gad Elmaleh, tu as fait ça? Ouais, alors ça, c'est parce qu'en fait, il a joué en Suisse, il a regardé un peu des vidéos de ce qu'on faisait en Suisse, il est tombé sur une de moi, il a demandé mes coordonnées à un pote, et voilà. Mais donc, t'as fait sa première partie? J'ai fait la première partie en septembre, à la Nouvelle Ève. Ouais. Ici à Paris? Ouais, à Paris. Et c'était super sympa. Alors, je dois te dire la vérité, j'ai l'impression que le public ne venait pas pour moi. Ah bon? C'était assez fou parce qu'en fait, c'était un truc qui n'était pas placé. Ouais. Donc, les mecs arrivaient à midi pour un truc qui était à 20h parce qu'ils voulaient être sûrs d'être devant. Alors, c'est une petite salle, la Nouvelle Scène. Donc, en gros, quand moi j'arrive à 20h, ce que je leur envoie comme message, c'est vous savez, le mec que vous êtes en train d'attendre depuis 8h, bah, je vais encore vous le reculer de 10 minutes pour vous raconter ma vie dont vous n'avez rien à faire. Et. Écoute, ça a marché. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait des Suisses tout devant. Et je crois que j'ai dit assez vite que je suis Suisse. Et donc, j'avais un micro fan club. Ouais. Mais après, les mecs, ils en ont pas grand chose à carrer. T'as Gad Elmaleh à 7 mètres de toi qui t'écoute. Donc, t'as un peu envie d'eux. Ouais. C'est une grande salle. Moi, je sais pas. Il fait combien de places? 300. Je voulais dire, c'est une grande scène. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas une ambiance de comédie club. Donc, ce serait bien de le prendre un peu le truc. Ouais. Et sincèrement, c'était pas le plus beau set que j'ai fait de ma vie. Ouais. Mais c'était hyper sympa. Il était méga nice et c'était cool, ça m'a fait de la presse et tout. Ce qui était un peu dommage, c'est que comme c'était pas un truc à billets qui était sur un agenda culturel normal, en fait c'était un concours, les gens pouvaient envoyer, gagner des places et tout. Je l'ai pas utilisé comme un truc, comment dire, je l'ai pas comme tremplin. J'ai pas pu le médiatiser plus que tant, tu vois. Ouais. Mais c'était génial et il est super sympa. On s'est recroisés à Montreux, méga nice. Enfin c'est vraiment, c'est gratuit ce que je dis, tu vois, je le connais pas mais. C'était simple, c'était vachement... Et surtout, ce qui m'a vachement rassurée, je trouve qu'il a encore, j'ai l'impression, une éthique de passionné. Il sait qui sont les gens, il s'intéresse, il va voir des trucs, il geek vachement, il est super curieux et tout. D'autant plus avec cette espèce de 109 qui s'est fait en allant aux États-Unis, donc ça ouvre une nouvelle perspective de genre je connais pas et tout. Et moi, j'ai trouvé très sympa et brillant. Ouais. Donc c'était sympa. Ouais. Donc oui, c'est sympa. Mais une fois de plus, même là, si tu veux, en Suisse, on n'est pas beaucoup, il y a pas beaucoup de filles. Enfin, si tu veux. Oui, mais c'est pas. J'ai un profil qui. Il t'a pas choisi parce que t'es suisse. Non. Il t'a choisi parce qu'il a vu quelque chose. Ouais. Et. Mais parce que je pense que j'ai. Ce que je vais dire, il y a moins. Enfin, moi, je donne toujours cet exemple-là, c'est-à-dire. Les nanas bourgeoises blanches sont pas surreprésentées dans l'humour aujourd'hui. Oui. Et donc. Peut-être que ce que tu vas dire, ça ressort plus que genre un jeune mec de cité un peu charismatique qui a du bagou. Parce que ça, t'as beau être super brillant, les gens vont vite se dire sur un plateau ah ouais mais là les 4 ils font un peu la même chose, tu vois. Alors que c'est pas vrai du tout. Mais d'un coup t'as moi qui viens sur scène, j'ai des petites lunettes et tout, et là tout à coup les gens te retiennent plus et surtout on a l'impression que t'as un propos alors que t'as pas plus que les autres. C'est juste qu'il y a moins de gens comme toi qui le font. C'est-à-dire que socio-culturellement je suis pas... Ma famille ou mon quartier ou truc, c'est pas une usine à stand-upper, tu vois. Donc je pense qu'on te remarque plus facilement. Mais au même titre que tu vois, toi t'as une identité très particulière. C'est mon grand avantage aussi. Je sais pas, Océane, Rosemary, qu'est-ce qu'il y a des trucs bizarres à dire. Mais du coup, je me demande à quel point est-ce que tu peux drainer un nouveau public. C'est-à-dire par exemple, Dedo, je me demande, est-ce qu'il y a des mecs, des métalleux qui s'intéressaient pas à l'humour, qui je pense. Tu vois,
Du coup, je trouve ça intéressant parce que par exemple, moi je pense que en France, trentenaire, un peu bobo hipster, s'intéresse pas beaucoup à l'humour. Et je pense que ça change. D'accord. Moins qu'aux States, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est un truc un peu, tu vois, un peu smart et tout. Je sais pas, le mec qui est graphiste. J'ai l'impression qu'on a encore pas mal de mépris. En France, j'ai l'impression qu'il y a encore vachement une classification de certains arts nobles, d'autres un peu lourds. Et moi, je parle à plein de potes qui. La trentaine, on fait des écoles d'art qui sont un peu cool, un peu designer et tout. Quand tu leur dis humour, ils pensent Bigard du Bosque, contre lesquels je n'ai rien, mais eux se disent ça ne me parlera jamais, c'est lourd. Et imaginez que t'as de l'absurde, des trucs fins et tout. Enfin, je pense qu'il y a tout un public encore à drainer dans les salles d'humour. Ouais, je pense que ça change. Je pense que ça change peut-être petit à petit en France. C'est ça qui est excitant ici, je trouve. C'est que, par exemple, cette génération, je trouve que, on attire un autre genre de public. Mais tu vois, par exemple, commencer à pouvoir parler un peu d'homophobie sur scène, alors que dans l'autre sens, il y a plein d'endroits où c'est un poncif de faire « Ah, on n'est pas pédé !» Et qu'il y a des gens qui commencent à faire des vannes sur « Wow, en fait, on s'en fout que tu sois pédé ou pas pédé. » C'est nouveau, tu vois, en France, par exemple. C'est récent, quoi. Mais putain, tu sais de quoi il faut qu'on parle? Des États-Unis, de J'allais dire, c'est la prochaine chose. Les States. Ouais. Et donc, on était là, on était très nuls. Beaucoup de SMS échangés. De textes. Et on a même parlé au téléphone. Yep, we have. In Los Angeles, we were both of us in LA. Et on n'arrivait pas à se rejoindre. Mais j'étais même assez. T'as la famille, c'est compliqué. J'avais une meilleure excuse que toi. On est d'accord. J'étais juste snob, je crois. Non, j'étais même à Silver Lake. Une fois, et j'étais appelé, parce que toi tu m'as dit que tu étais à Silver Lake, et j'étais appelé depuis Silver Lake, et tu m'as pas répondu. Putain, c'était ça le moment. J'étais un peu une grosse pute, je crois. Moi est-ce que j'étais. Donc t'es allé à LA. Je suis allée à LA, genre 6 semaines, qui ont été interrompues par des petits troubles amoureux. J'ai fait un aller-retour en Suisse, mais en gros j'étais 6 semaines là-bas. Pour faire du stand-up. En me disant, en fait j'ai des trucs à écrire pour la rentrée, j'ai un petit peu d'argent de côté, c'est pas trop cher par rapport au loyer suisse de te payer une chambre là-bas. J'ai un peu des potes là-bas. J'ai un de mes meilleurs potes qui habite là-bas. Essaye, parce que sinon tu vas pas jouer pendant 2 mois. Alors on m'a dit qu'en fait non, il y a plein de plateaux qui continuent à Paris l'été. Mais moi j'étais dans l'optique, tu vas pas jouer pendant 2 mois, c'est con. Surtout que t'as un spectacle en septembre. Donc va te faire les dents là-bas, parce que c'est comme au basket, tirer du milieu de terrain et ensuite aller dans la raquette, c'est plus facile. Enfin, qui peut le plus peut le moins. Je me suis dit, tu vas dans une grande ville qui fait peur, où les gens ils savent très bien faire de l'humour, tu le fais en anglais, c'est pas ta langue maternelle, quand tu reviens en français ça va être méga smooth. Et c'était juste, donc au début j'étais juste dépassée, parce que quand tu regardes les listings de qu'est-ce qu'il y a comme scène ouverte, t'en as 12 par soir. Le problème c'est que LA c'est super étendu, que les scènes ouvertes elles sont à l'heure de pointe. Et donc il y en a qui peuvent être à 2 heures de bagnole l'une de l'autre. Et donc au début tu perds juste du temps à aller dans un truc qui fait ah non mais en fait ça a fermé, il est toujours sur le site mais on l'a fait plus celle-là. Après tu vas dans un autre, tu te rends compte il n'y a pas de public. Après tu vas dans un autre, tu fais genre ah oui non mais en fait ça c'est que pour les comédiennes blondes latinas. Enfin tu vois, il y a vraiment tu perds du temps au début à devenir un peu malin. Mais parce que moi même la carte mentale de ce qu'on peut faire comme scène à Paris, j'ai mis quelques mois à comprendre exactement où il fallait aller, c'est qui les clics un peu différentes qu'ils font, où est-ce que quel style et quoi machin. Donc LA c'est x1000 quoi. Et donc j'ai perdu un peu de temps, donc au final j'ai fait moins de 15 scènes, mais c'était déjà cool. Des tout petits passages, des trucs de 3 minutes souvent. Ouais, mais souvent c'est ça. Souvent c'est ça. Et avec ce truc hyper surprenant de en fait, il y a tellement de comédie, il y a tellement de gens que t'as de la niche de ouf. C'est-à-dire t'as des bars que à hipster, après t'as des trucs que hyper vulgaires, après t'as des trucs que genre un peu black vegan, enfin tu vois, t'as de tout quoi. Et c'était ouf parce que quand je suis revenue ici, alors que d'habitude j'ai vraiment un problème de trac, quand je suis revenue en Suisse, le premier set que j'ai fait, j'étais un peu à la rage, j'avais noté des trucs et j'étais mais tellement à l'aise, méga gangster parce que c'est. Mais toi tu fais l'exercice chaque semaine en fait. Genre quand tu fais 1 heure en français, après en anglais tu voles quoi. Ouais, là justement je vais faire ces trucs enchaîner à 1 heure dans chaque, donc je vais voir ce que ça T'as fait. l'impression que ton anglais s'est amélioré depuis que tu fais en français? Pas la langue, mais je veux dire le fait de jouer en anglais. Non, la langue c'est empiré. La langue tu l'as perdue. Non, oui, je suis. En fait, ils s'entraident. Ah ouais? Juste par le fait que je monte 2 fois plus. Donc, donc déjà, ça aide. Et oui, le fait de travailler des fois, en fait, quand tu joues dans ta langue maternelle, tu choisis moins les mots. Tandis que quand je joue en français, je choisis bien les mots. Et des fois, je peux être assez efficace en français, c'est-à-dire que je vais aux essentiels. Et après, je retourne en anglais si c'est la même vanne, par exemple. Et je dis, en fait, j'ai pas besoin de cette phrase. Je peux enlever, je peux aller plus direct en anglais. Bah oui, tu bullshit pas, quoi.
Mais c'est vrai que je comprends pourquoi j'ai besoin d'être plus efficace. Vu mon rythme en français, il vaut mieux que je perds pas de temps. Tandis qu'en anglais, je peux balader un peu plus et c'est pas grave parce que on sent que je cherche pas mes mots. Mais surtout, moi, il y avait un truc de genre, ce que j'ai beaucoup fait à Los Angeles, c'était je me préparais très peu. Oui. Parce que mon but en fait c'était de prendre des bides dans une autre langue. Je voulais que ce soit le plus affreux possible. Pour quand tu reviens en français, tu te rends compte genre mais j'ai rien à dire. Ah mais j'oubliais. J'ai tous les mots du monde à disposition. Donc tu vois, normalement t'as plus peur. En fait c'est marrant parce que je l'ai perdu très vite, c'est-à-dire les premières scènes que j'ai fait en français à la rentrée, je suis là mais ouais j'aurais la foutre, donnez-moi un mot, parapluie, ouais je vais faire des blagues sur les parapluies. Et au bout de 3 scènes j'étais redevenue un peu, moi je suis une petite chose, j'ai peur sur scène. Mais c'est un exercice de ouf, c'est trop bien. Et franchement j'étais là-bas. Moi, je suis vraiment américanophile, j'ai un problème avec ce pays, j'ai envie d'y habiter depuis longtemps. Un petit moment, pas de vivre ma vie, mais je trouve qu'il y a une expérience très bizarre. Quand tu t'intéresses à la pop culture, venir pour nous, aller là-bas, c'est déjà la maison. En fait, tu rentres dans un film la première fois aux États-Unis et tu t'es déjà à la maison, c'est hyper chelou, t'as déjà les usages et tout. Et c'est tellement gratifiant parce que c'est super facile, très vite, quand tu te passionnes pour le stand-up en anglais, de faire des blagues hyper référencées en anglais. Tu vois, genre, tu dis que t'as un genre bad credit score ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, alors que ça n'existe pas. C'est en résonance avec le public là-bas. Mais je le sais, tu vois. Enfin, mais c'est spécial pour toi parce que t'es spécialement geek là-dessus. C'est pas forcément facile pour un Français qui est grandi avec la culture d'humour française. Voilà, exactement. Mais moi, je l'ai tellement dans l'oreille, il y a vraiment des trucs... c'est facile de référencer quoi. Et dans l'autre sens, putain, il y a des Français qui viennent là. Des Français qui viennent faire des blagues en Suisse qui se posent pas la question une seconde. Est-ce qu'on va dire Auchan ou pas ? Ça me tue la vie, bordel. Parce que c'est pas. En fait, il y a un truc tellement ethnocentrique de la France. En fait, la Suisse, on n'a pas ça parce que d'un équivalent de département à l'autre, on n'a déjà pas les mêmes systèmes. Donc, on est tout le temps l'outsider de quelqu'un, donc on se pose toujours la question comment on traduit. Tu vois, les Français, ils ont pas ça. Et quand j'ai vu Donald Jacksman au Montreux là se casser le cul à faire 5 minutes de vanne complètement sur mesure en disant bien les noms, je trouvais ça tellement humble et beau de waouh, tu t'es bougé quoi, t'as fait tes devoirs, c'est ouf. Bref, parenthèse finie, mais c'est vrai que c'est rare. De ouf, vraiment, c'était intelligent quoi, parce que voilà. Et donc les États-Unis, j'ai pris pas mal de bides. En plus, un soir, j'ai fait venir des copains et j'ai oublié la moitié de mon texte. Du coup, j'ai vraiment fait, je pense, 2 minutes 30 sur scène. Enfin, c'était un peu ridicule. Mais j'aime trop ce pays et en fait, je me dis. Mais t'as eu de bons retours, par exemple, des gens qui géraient ces soirées, ils t'ont dit. Il y a des gens qui m'ont invité à des plateaux, C'est cool. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est bien. Mais parce que t'es chou aussi, t'as vachement de charme quand t'es là-bas, t'as un petit accent et tout, t'es une petite meuf. Moi, je me dis un peu que si l'année prochaine, j'avais pas beaucoup plus de perspectives en France lucratives et que la Suisse, ça restait un peu pareil, je pense que ce serait un peu le dernier moment que je me dise allez, je m'en fous, je vais aux États-Unis 8 mois. Pour rien foutre, pour probablement être serveuse la journée et faire des scènes. Mais je vais tellement regretter si à 40 ans je l'ai jamais fait que j'ai un peu envie de retourner. J'ai fait du surf pour la première fois de ma vie, ça a été une révélation. Et alors ? Mais le soir même, je me suis dit, mais il faut arrêter de faire le sexe parce qu'il y a beaucoup plus de chances d'attraper des MST que de se faire manger par un requin. Et le résultat est le même, donc je vois pas pourquoi. Putain, c'était tellement bien. T'as pris un cours juste ? Ouais, un cours avec une copine et un prof. Et à part le fait qu'il y a très vite des attouchements malencontreux parce qu'il y a des vagues et des gens qui te mettent des mains un peu partout et voilà, et c'est un peu. Voilà. Mais sinon c'est ouf, franchement. Juste ça, à mon avis, j'ai commencé à comprendre. Moi je pense que les gens sont prosélytes sur 2-3 trucs: la série The Wire, le snorkeling, le surf et je sais plus, j'en ai un ou 2 autres comme ça. Et The Wire j'ai pas compris, non, mais le surf je comprends pourquoi les gens te disent ah ouais, mais même Jerry Seinfeld là, ce discours c'est hyper marrant. À un moment donné il s'est posé la question s'il allait pas tout arrêter et faire du surf. Et je comprends, c'est un peu un truc de. Et donc je me dis. C'est un rush ultime en fait. C'est un rush ultime. Et puis il y a un truc d'équilibre, tout à coup le monde. Enfin, tout est en harmonie, tu as du sens dans ta vie, toi, ta place, alors que tu es sur une planche sur l'eau, ce qui n'a aucun sens. Mais, tu trouves pas ça sur scène des fois ? C'est vraiment quand t'es chaud, quand t'es en forme et t'as le public avec toi. Bah il y a le truc d'ego en fait qui est beaucoup plus. Là il y a que les. Oui, bien sûr, c'est moins physique, mais des fois j'ai l'impression, moi j'ai quasiment jamais surfé dans ma vie, mais qu'il y a cette sensation de t'es à la bonne place au bon moment. Et tu gères. Bah moi dans l'autre sens j'ai eu un problème récemment, parce que je suis partie en vacances 5 jours et au bout de 5 jours je me sentais super mal parce que
ne pas bosser pendant 5 jours, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas eu d'applaudissements. Enfin j'avais pas été au centre de l'attention, on n'avait pas confirmé ma valeur depuis un moment. Donc, et j'avais l'impression en fait. d'être... Donc pendant 5 jours j'étais en vacances, alors je me faisais toute jolie parce que j'avais du temps. J'arrêtais pas de me saper, me faisais des petites boucles d'oreilles et tout. Mais au bout de 5 jours je me suis dit, putain, déjà être une femme fougère, c'est-à-dire être juste un trophy wife pour un gars, ça doit être la putain de pression parce que si t'as genre un bouton, une cerne, tu dis que tu vaux plus rien. Mais surtout, je me suis rendu compte que j'étais accro, vraiment de manière vaine, à ce qu'on me confirme très souvent et de manière très vocale que tu vaux quelque chose, bravo. Et tout à coup, je l'avais pas. Je sais pas si t'as des trucs comme ça quand tu fais des pauses en vacances où tu te dis en fait, c'est vraiment, quoi, ma confiance en moi ne vient que du fait que je travaille et qu'on me confirme que je suis bon dans quelque chose. Et ça fait peur parce que je veux pas être c'est dépendant. C'est un peu inhumain. Enfin, tu te dis mais non, mais soit dans la contemplation s'il faut, ou soit être heureux avec qui tu es, quoi. Tout simplement. Mais on n'a pas besoin de te confirmer que t'es une bonne personne. C'est drôle. Mais je pense que quelque part on recherche tout ça. Si on monte sur scène, c'est fou quand même. On monte sur scène devant les autres, devant des inconnus, pour faire rire et se faire applaudir. C'est malsain. C'est malsain quelque part. Ou en tout cas, sur un plan évolutif, je crois que c'est contraire à tous tes réflexes cérébraux de genre toi contre d'autres, eux dans le son, toi dans la lumière, toi parler. C'est vraiment un truc. On devrait être en mode fuite sur le plan animal, tu vois, sur le plan biologique, c'est pas normal. Mais d'ailleurs, est-ce que ça t'arrive d'avoir un truc où tout à coup, avec l'idée du métier passion, j'ai eu cette conversation avec une amie récemment, avec l'idée du métier passion, que tout à coup des choses normales ont plus beaucoup de saveur. C'est-à-dire, ça te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tout, et tout à coup tu vas boire un café avec un pote et tu te rends compte, il te parle et en fait t'en as rien à carrer. C'est comme une drogue, dans le même sens que quelqu'un qui est accro à la cocaïne. Après juste se balader sur la plage, il dit mais c'est... Non, mais je pense que c'est important de faire un équilibre, justement. De reconnaître... avoir des gens chiants. Ouais, c'est ça. Vous avez des problèmes de gens normaux, mais racontez-les-moi, ça me change de faire la première partie de Gad Elmaleh. Mais je pense aussi, c'est quelque part, pourquoi les humoristes, des fois, se traînent entre eux, parce que c'est quelque part, il y a pas beaucoup de monde qui peut comprendre notre manière de penser. C'est bizarre, j'avoue que c'est bizarre, mais... En tout cas, t'as un niveau... Si les mecs sont un peu compétitifs, t'as un peu un truc de... tout le monde essaie d'être plus smart que l'autre. Enfin, tu peux vite avoir un truc qui, effectivement, les gens se vannent. En fait, ils font de la scène en off. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant, mais... Mais ça dépend quel comique et quel rapport tu as avec ce comique-là. Mais il faut apprécier d'autres choses. Oui, c'est sûr. Il faut justement faire cet effort, je pense. De se dire régulièrement, la scène, c'est pas tout. Non. Content, on voit des choses belles. Est-ce que tu as une question pour moi ? Mais j'en ai deux en fait. J'en ai une sérieuse et une pas sérieuse. La première sérieuse, c'est là, dans 2 ans, on décide que financièrement c'est pas possible ce que tu fais. Tu vas faire quoi ? Il faut que tu nous trouves un autre métier. Qu'est-ce que tu... T'as 3 éventuels... Tu touches à ma peur ultime. Là. C'est marrant, j'en rêvais hier soir encore. J'en parlais à mon psy. Qu'est-ce que je ferais ? Vraiment, c'est une bonne question parce que je suis pas sûr ce que je ferais. Je pense quelque chose assez... altruiste, c'est ça le mot ? Non, alors c'est sûrement un mot, mais voilà, oui, d'accord. Altruiste. Ok. Genre de travailler. Tu travailles dans une ONG, tu trucs. Mais t'as raison, parce que c'est vraiment là où il y a de l'argent, donc c'est bien, parce que je t'ai posé la question dans ce temps-là. Non, je pense ce genre de choses. Si tu me. Tu inverses la vapeur. Tu enlèves le projecteur sur toi. Ouais, je pense. Je pense que ça me ferait du bien. On a tellement besoin. Et je trouve notre monde assez effrayant. C'est vrai ? Ouais. Ok. Je suis encore pleine d'illusions. Alors juste une question qui peut-être tu devras l'enlever, mais donc je vois il y a les jouets de ta fille là, et il y a un bébé blanc et un bébé noir. Et je tiens à le préciser pour les gens qui n'auraient que l'audio, tu es toi-même blanc, ta femme est blanche et ton bébé est blanc. Et je trouve ça très intéressant de dire qu'il faut amener de la diversité. Non seulement, je sais pas si t'as bien vu en fait. Regarde bien ce. Est-ce qu'elle a les yeux bleus ? Attends, c'est un homme noir mais avec une robe. C'est ça. Ah voilà, donc ok, alors ça va très très loin dans le postmodernisme. Donc c'est une poupée de bébé noire qui est un bébé garçon mais qui est habillé d'une robe rose. Voilà. Alors ça c'est fascinant. Mais donc c'est le porte-drapeau de ton progressisme. Et c'est un truc dans l'éducation de ta fille, t'es conscient de ça en permanence, d'essayer de pas être dans les automatismes et de vouloir lui donner une vision du monde qui te ressemble. Est-ce que je peux prétendre et dire oui ?
Ouais, en fait, c'est un accident terrible. Ou c'est parce que juste... Nanny aveugle. Non, parce que cette robe appartient à la bébé. Au vrai bébé, au bébé blanc. On rassure l'auditeur. Oui, et donc qui est une femme. Parce qu'elle s'appelle Baby Agathe, nommée par ma fille. Okay. Et donc le bébé à côté qui s'appelle Diego. C'est intéressant. Ouais, noir latino. Ouais, latino, il danse la salsa et tout. Et donc lui, je pense que c'est elle qui m'a demandé de mettre la robe. Et bon, je vais pas dire non, il est un garçon, il peut pas porter cette robe. Donc c'est ta fille qui prend les initiatives. Ouais, déjà. Post-genre, post-ethnique. Ouais. Non, même juste le fait d'avoir un bébé noir, je trouve ça hyper intéressant. Moi, je me suis demandé récemment, parce qu'en fait, si t'as pas de potes, si t'es pas dans la diversité, il y a un truc super chelou où les gamins vont avoir peur ou poser des questions les premières fois. Oui. Si à 3 ans, tout à coup, je sais pas, t'invites ta pote Renoir à la maison. Alors qu'en fait, si c'est dès le début, mais un couple de potes gays ou peu importe, bah tu poses plus la question. Ouais. Ou je me dis à quel point une femme blanche peut avoir un enfant noir. Exactement. Et du coup, je sais pas à quel point, si t'as pas toute la palette de toutes les diversités dans ton entourage, il faut l'amener un peu genre. Alors aujourd'hui, on va parler de ça parce qu'il y a ça qui. Tu vois. Donc je trouve que c'est un truc. Mais t'essayes un peu. Enfin, c'est un truc. C'est pas très. De l'ouvrir l'esprit. C'est pas conscient. Je fais pas forcément un effort, mais je pense que ma mentalité, la mentalité de ma chérie est telle quelle que je pense qu'on va transmettre ça naturellement. Vous l'élever là-dedans, okay. Tu vois, sans forcément faire un effort d'expliquer bien que ça c'est possible. On est dans le post-genre. Oui, peut-être si un jour elle dit un mauvais mot à quelqu'un, tu vois, qui est d'une minorité spécifique, je vais la mettre à côté et dire non, tu peux pas dire ça parce que ABC, tu vois, mais bon, non, je m'inquiète pas trop pour ça. Tu joues en fait t'as pas 1 heure en fait tu peux pas faire ta pub. 1 heure. Non, il faut m'aimer sur Facebook. Et j'aurai 1 heure. Moi j'aimerais faire un showcase au printemps 2015 à Paris. Pour ce faire, je ferai du tapage pour que les gens viennent me voir sur ma page Facebook. Je pense que je vais faire un peu les 30 points en 2015. Et sinon plein de plateaux. D'accord. Mais c'est vrai que le spectacle. Et donc t'es entre Genève et Lausanne et. Exactement, entre la Suisse et Paris. Et je sais pas, il faut aller faire des scènes en anglais aussi. Enfin, je veux dire, en Angleterre, ce serait bien. En Belgique, il faut faire des choses comme ça. Tu peux commencer avec ma soirée. Tu m'as dit que tu voulais remonter. En 2015, mais quand tu veux. Ok. Ouais. Moi, quand t'es à Paris. Ouais, exactement. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. D'être venu dans mon quartier. C'est un très bel appartement. On dit que les humoristes peinent, mais non, c'est extrêmement bourgeois chez les Marx. Ouais, on a le goût, on n'a pas. Voilà, c'était Marina Rollman et moi. Donc, je vous conseille de liker sa page Facebook parce que je vous jure que vous allez entendre parler d'elle de plus en plus en 2015. D'ailleurs, j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année. Et donc, cette année, déjà au mois de janvier, je vais changer ma semaine. Je vais jouer le dimanche à 17h en français et à 18h30 en anglais. Je vais enchaîner mes 2 one-man shows dans les 2 langues, tous les 2 le dimanche à la nouvelle scène, avec un tea time entre les 2 à 18h. Aussi, j'anime toujours le plateau tout le vendredi qui s'appelle The New York Comedy Night, qui est le meilleur plateau d'humour anglophone à Paris, dont Marina Rollman participera en 2015 régulièrement. Merci d'avoir écouté, likez la page Facebook Donc Voilà Quoi Podcast et à bientôt.